19h45 à la télévision Labari, monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 30 octobre 2018. Le président de la République était ce matin à Farié, village abritant le chantier du 4e pont sur le fleuve Niger. Une visite de terrain qui a permis au chef de l'État de constater de visu l'avancement des travaux de construction de cet ouvrage dont le coût est estimé à près de 13 milliards de nos francs. Adam Soumana et Aboubakar Souley. Situé à une soixantaine de kilomètres de la capitale, le village de Farié occupe les deux berges du fleuve Niger dans cette partie du pays, d'où leur appellation Farié Haussa et Farié Gourma. Entre les deux villages, le trafic fluvial assuré par un bac dépasse de loin celui observé sur les autres rives du même fleuve. Une situation ayant conduit les plus hautes autorités du pays à ériger un pont dont l'état d'avancement des travaux est l'objet de la présente visite du président de la République. Un ouvrage dont le nom a été porté à la connaissance des Nigériens par le chef de l'État à cette occasion. Ce pont va être nommé Djibo Bakari parce que Djibo était une grande figure de la politique nigérienne. On sait le rôle qu'il a joué dans la lutte anticoloniale en vue de l'indépendance de notre pays. Donc ce pont va porter son nom. Cette infrastructure structurante de 640 mètres de long, dont les travaux avancent à la satisfaction du premier des Nigériens, revêt d'une importance à plus d'un titre. Il s'agit d'un pont qui permet de désenclaver définitivement Terra. Ah, c'est vrai, on a construit la route Farié-Terra, mais il n'y avait pas une infrastructure de franchissement du fleuve. Jusqu'ici, on a recours au bac, c'est très lent, ça provoque des ruptures de charge, surtout au niveau des transporteurs. Donc désormais, ce problème va être réglé avec la réalisation de ce pont qui va coûter environ 13 milliards de francs CFA. Et c'est déjà un chantier aussi qui donne du travail aux jeunes Nigériens. Pour l'instant, il y a une centaine de Nigériens qui y travaillent. Et au plus fort des activités du chantier, on emploiera environ 300 Nigériens. Voilà, je constate que les travaux avancent très bien. Ainsi, ce grand ouvrage qui constitue un joyau dans le Songoï viendra renforcer davantage la fluidité de la circulation entre les deux rives du fleuve Niger, toute chose qui favorisera le développement du pays. AVC, accident vasculaire cérébral, qui a fait plusieurs victimes et qui continue à nous élever des êtres qui nous sont trop chers, souvent à la fleur de l'âge. Qu'est-ce que c'est que l'AVC? Comment l'éviter? Suivez ce reportage de la rédaction. L'AVC, c'est juste une défaillance de la circulation sanguine. Et cette défaillance pouvait effectivement être due à une obstruction, comme on dit vaisseau sanguin. Comprenez, c'est comme un tuyau. Alors, quelque chose peut le boucher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle AVC ischémique. Tout comme ça peut rompre, vous savez, un tuyau, il peut se rompre aussi. Donc ça peut être aussi hémorragique. Donc ça doit soit à un blocage, une obstruction de ces vaisseaux, soit effectivement à une rupture de ces vaisseaux. Et des vaisseaux qui amènent le sang au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'on appelle accident vasculaire cérébral. Ce qui peut entraîner ça, c'est surtout ce qu'on appelle en termes médicaux l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est des plaques en fait de lipides. C'est des huiles que nous consommons par-ci par-là. C'est pour ça que toujours on conseille de ne pas trop consommer des aliments qui ont trop de graisse. Alors ces graisses-là que nous consommons, surtout les mauvaises graisses, peuvent être à la base de la construction de ces caillots qu'on appelle l'athérosclérose et elles peuvent boucher, n'est-ce pas, ces vaisseaux. Et imaginez si ça bouche, c'est ce qui entraîne effectivement cet AVC ischémique. Tout comme ça peut être hémorragique, c'est-à-dire une rupture de ces vaisseaux. Et cette rupture, c'est surtout l'hypertension artérielle qu'on connaît effectivement. Quand la tension, la pression artérielle monte, elle peut
véritablement rompre. C'est tout ça qui peut effectivement être à la base. Toutes ces choses peuvent survenir chez des personnes qui sont à risque véritablement, et c'est fréquent que ça arrive chez des personnes qui se sentent très bien, qui n'ont pas d'autres signes, juste elles se tombent avec une paralysie des membres. Imaginez, c'est le cerveau qui est touché, un territoire du cerveau qui est censé commander la motricité et la sensibilité d'une partie de l'organisme qui est touché, ou même entraîner directement, n'est-ce pas, une perte de la conscience, fait donner un signe d'alerte à travers des céphalées intenses. La personne se sent bien, toujours elle a sa tête qui lui fait très mal, donc ça il faut penser à cela. Il y a aussi d'autres signes, une perte de sensibilité, une paralysie du visage, vous sentez que votre visage est un peu paralysé, vous ne voyez pas bien, un trouble visuel d'un œil, où vous n'entendez pas bien, où vous ne comprenez pas bien, où vous avez du mal à parler. Tout ça, c'est des choses effectivement qui peuvent annoncer cela. Alors, les mesures de prévention qu'il faut prendre, c'est surtout adopter le mode de vie sain. C'est ça l'essentiel, les modes de vie sains, c'est-à-dire d'abord la cigarette, l'alcool, prenez moins, faire des activités physiques, éviter de consommer des aliments, surtout l'habitude alimentaire, elle est d'une importance capitale dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Nous devons manger moins sucré, nous devons manger moins gras, nous devons aussi pratiquer des activités physiques de manière régulière. C'est très 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 important. Méconnue ou simple banalité pour bon nombre de Nigériens, les espaces réservés aux piétons et aux motocyclistes ne sont pas respectés à Niamey. Pourquoi cet état de fait dans ce reportage de Nafissatou Hassan? Pour se rendre à l'évidence, il suffit d'implanter une nouvelle chaussée sur laquelle l'espace est réservé pour la circulation des cyclistes et cyclomotoristes. Malheureusement, faute de panneaux de signalisation, bien que l'acte ne soit excusable, elle soit utilisée à d'autres fins. Vous voyez souvent les gens garent sur ces voies, ou bien souvent c'est des femmes qui préparent les beignets le soir, c'est des femmes qui préparent les maïs le soir, parce que les gens pensent que c'est des voies réservées pour ça, alors que c'est des voies réservées pour la circulation des cyclistes et cyclomotoristes, mais très malheureusement qui ne sont pas signalés par des panneaux. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de voitures, donc même si vous prenez cette voie actuellement sur une moto, vous allez faire face à une femme qui prépare les beignets tous les soirs, ou bien un tablier qui a déposé sa table sur cette voie, ou bien quelqu'un qui a garé sa voiture ce soir, parce que même les conducteurs des voitures, il y en a qui ne connaissent pas l'utilisation de ces voies. Pourtant, l'utilisation de ces voies pourrait éviter les nombreux cas d'accidents légion à ce moment. Pour cela, il faut en faire une obligation pour y circuler. Les techniciens doivent obligatoirement placer ces panneaux d'obligation qui doivent obliger les cyclistes et les cyclomoteurs à utiliser ces voies-là. Vraiment, si les voies-là sont utilisées par les cyclomotoristes, ce genre d'accident, donc, on voit un peu partout à Niamey. Vous constatez, chaque jour, il y a une moto qui rentre dans un véhicule par derrière. On voit vraiment beaucoup assister à ce genre d'accident. Donc nous demandons aux autorités de faire utiliser ces voies obligatoirement aux cyclomotoristes. Constate à grands faits, ces nouvelles chaussées malheureusement sont mal entretenues et les responsabilités se doivent d'être partagées où chacun se doit de jouer sa partition. Le MPCR section de Zendera a animé un point de presse relatif à un certain nombre de pratiques malsaines que d'aucuns qualifient d'arnaque au district sanitaire de Tanouta. C'est dans ce télémonde de nos confrères de la télévision Gaskia. Après avoir ouvert un registre dans lequel sont enregistrées des centaines de victimes qui ont témoigné avoir fait l'objet d'arnaques à l'hôpital du district de Tanout, les comités de gestion des problèmes sociaux de la ville de Tanout, sous la bannière du MPCR, a urgemment convoqué la presse. Objectif, tenir informé l'opinion nationale et internationale sur des pratiques qui sont en train de se dérouler à l'hôpital du district de Tanout. Le coordinateur du MPCR de Tanout, M. Mohamed Zaberou, a affirmé que ces pratiques malsaines se déroulent en violation flagrante des droits humains. Considérant l'article 13 de la Constitution de la 7e République du Niger,
qui stipule que toute personne a le droit de jouir d'un meilleur état de santé et l'État veille à la création des conditions propres à assurer tous les services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. Considérant la discrimination à l'accueil en violation du principe de l'égalité de tous les citoyens devant un service public, considérant l'absence des premiers soins médicaux même en cas d'urgence, considérant la tarification non réglementaire des patients par certains agents de santé, considérant le non-fonctionnement des services suivants, anesthésie, ophtalmologie, dentaire, etc., etc. Considérant le recrutement opaque des agents de santé et de certains prestataires, considérant le caractère arbitraire de l'affectation de notre camarade Ibrahim Moutari, enseignant contractuel maître de PS chargé à la sensibilisation, à la formation et à l'éducation du bureau départemental du MPCR et membre du comité représentant la population de Tanout, du CS d'Amergou à la DEDES de Magaria, du fait de son activisme et sa détermination lors de nos manifestations tant légitimes pour la résolution du problème de l'électricité à Tanout. Nous, acteurs de la société civile de Tanout, réunis au sein du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, section de Tanout, élargie à la population de Tanout, rendons publique la déclaration dont la teneur suit. Pour l'hôpital de Tanout, nous demandons une inspection générale du service par son ministère de tutelle en vue de redresser le dysfonctionnement de ce district hospitalier. Pour l'affectation arbitraire de notre camarade de lutte, déplorons et condamnons avec persistance l'affectation arbitraire du camarade Ibrahim Abdou, concoctée à partir de Tanout par certains individus insoucieux de l'avenir du Damergou. Exigeons purement et simplement l'aliénation de cette affectation et le maintien de notre camarade à son poste. Appelons la population de Tanout à une prise de conscience collective vis-à-vis du mépris par certains politiciens de nos droits reconnus par la loi fondamentale du Niger. Les comités de gestion des problèmes sociaux de la ville de Tanout demandent au ministre de la Santé publique de mener une investigation sérieuse afin de s'imprégner réellement de la situation qui prévaut dans l'hôpital du district de Tanout. Sinon, ce comité va appeler les citoyens de Tanout à une marche pacifique dans les rues afin de condamner ces violations flagrantes des droits humains. Le volet reportage de cette édition nous amène à la découverte du département de Kolo, c'est dans la région de Tillabéri. Le reportage. Avec une population estimée de nos jours à 32 829 habitants pour une superficie de 1465 km², le chef-lieu du département de Kolo fut érigé en commune urbaine du même nom le 11 juin 2002 pour voir son organe délibérant en place le 5 février 2005. La proximité de cette localité avec la capitale Niamey a beaucoup favorisé le développement de la commune urbaine de Kolo. La commune urbaine de Kolo est située à l'est par la commune rurale de Kouré, à l'ouest par la commune rurale de Ndunga, au sud-est par donc, la commune rurale encore de Kouré, au nord-est par donc, la commune de Kitachi et au sud-ouest par le fleuve Niger. La commune urbaine de Kolo a 24 villages administratifs, 7 quartiers et 4 hameaux. Et pratiquement donc cette population, la majorité sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Pratiquement tous exercent le petit commerce. La culture de contre-saison est très largement pratiquée par l'ensemble de la population. Une des localités phares de la région du fleuve, Kolo se trouve pourtant à l'instar de certaines communes du pays confrontées à d'énormes problèmes. Nous avons dans nos prévisions budgétaires 22 millions et quelques. Et dans toutes les années, on n'a pas pu donc recouvrir 1 million sur les 22 millions. C'est pourquoi donc je disais que donc le processus de budget participatif initié et élaboré donc par OTAB donc bien appronommé. Et nous pensons que maintenant à l'état actuel, ils ont commencé quand même à faire face à cette festivisme fiscal. Deuxième facteur, donc sincèrement la commune urbaine
est sale, est très sale d'ailleurs, parce que là, la population, donc, surtout donc, ceux qui sont dans la centre-ville, n'ont pas pu mesurer la portée de la situation. Et sur ce, nous avons fait appel à l'État, à certains partenaires donc, qui viennent réellement nous aider, parce que le moyen matériel fait défaut. Avis donc aux partenaires techniques et financiers, à l'image du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain et autres, pour une assistance à cette commune dont les responsables nourrissent de nobles ambitions pour son développement. Parlons culture à présent et du rap made in Niger, un phénomène qui a enjaillé à un moment beaucoup de jeunes et aujourd'hui a tendance à disparaître. C'est dans ce reportage signé Abdrazak Léo. Le rap est une forme d'expression vocale, un des 5 piliers du mouvement culturel et musical qu'est le hip-hop, ayant émergé au milieu des années 70 dans les ghettos aux États-Unis. Le genre se manifeste au Niger par ses expressions graphiques et la danse vers le milieu des années 80. C'était des artistes comme Gabero, Sikase ou encore Génération 94. Et seulement après que sont venus les premiers rappeurs. Ce mouvement, en fait, moi je suis rentré dedans vers les années 96, mais le mouvement hip-hop a commencé au Niger vers les années 94. Ça a commencé avec un groupe qu'on appelait Massacreur. Si j'ai une bonne mémoire, hein, je ne sais pas si je me rappelle encore. Il y avait Massacreur qui était, je pense, l'un des premiers groupes. Et après, il y avait Todd One. Et ils étaient en Europe, mais ils étaient revenus souvent pour des spectacles, pour des prestations vers les années 95 jusqu'en 96. Donc on a commencé par la chorégraphie d'abord parce que il faut pas directement venir dans le rap. On a commencé par la danse. Donc jusqu'en 96 où on a commencé à faire du hip-hop avec la Calcanei. On était dans la même salle en ce moment. C'était 95, 96 si je me rappelle bien. Et il y avait Wasika qui était là. Donc, certains membres de Massacre étaient venus dans Wasika, donc c'est devenu Wasika New Pussy. Après le premier album du rap nigérien qui est Avoir du Ténéré sorti en 98 par la Calcanei, le début des années 2000 marque l'âge d'or du rap nigérien. C'est pas permis à tout le monde d'aller au studio. C'est après que la Calcanei, les Kaidan Gaskia étaient allés au studio, après Waswong, après Jack le Rebelle, après il y avait aussi DSD qui était en solo. Dans le travail, tu sens du sérieux. C'est des gens, c'est des grands frères qui nous avions l'habitude de les suivre. Ils ont tous des salles de répétition. Ils étaient amoureux de la chose. C'était vraiment, si vous voulez, un métier en ce moment. C'était vraiment un métier pour eux. Cette génération que l'on voit, voilà, Aradik, PV, ainsi de suite, quoi. Et on a vu l'apparition de divers styles, tout ce qui est trap, afro-trap. Et depuis quelques années, ce rap brut-là a un peu disparu pour laisser place à de nouveaux genres dérivés. Mais en général, maintenant, je pense que le rap nigérien, ça va dans l'ensemble, ça évolue. Parce que ça a de l'avenir, parce que avant, nous voyons les artistes, ils organisent leurs concerts juste après les événements, ils rentrent dans leurs affaires. Mais maintenant, quelque part, pour que cette musique-là évolue. À cette date, les avis sont partagés. Le showbiz semble de toute évidence s'installer peu à peu et se place pour beaucoup comme la solution d'un avenir meilleur pour le rap nigérien. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.